Base des réparations de la Wehrmacht, secteur sud. Fin de l'automne 43. L'air est dense et lourd, imprégné de l'odeur de l'essence synthétique à faible indice d'octane, d'huile brûlée et de feuilles mortes en décomposition. Ce n'est pas un champ de bataille. Il n'y a pas de cratère d'obus, ni de sifflement de balles. Ici, règne une autre mort, silencieuse. La mort des mécanismes. Devant nous, s'étend un cimetière de géants d'acier. Des dizaines de chars tigres et panthères sont alignés en rangs serrés, comme à la parade. Leur blindage est intact, leurs canons pointent vers le ciel gris. Mais ils sont morts. C'est l'anomalie. Un cauchemar logistique que ni les mécaniciens du front, ni les ingénieurs de Berlin ne parviennent à expliquer. Toute cette armada, capable de percer n'importe quelle défense, s'est transformée en centaines de tonnes de ferraille inutiles. La caméra glisse sur la boue mélangée au mazout et s'arrête sur le compartiment moteur ouvert d'un Tigre. À l'intérieur repose un chef-d'œuvre du génie allemand. Le moteur 12 cylindres Maybach HL 230. 700 chevaux. La perfection incarnée. L'Obergefreiter Schmidt, un mécanicien au coude noirci par la graisse incrustée, frappe de rage la plaque de blindage avec sa clé anglaise. Le son est sourd, lugubre. Il ne comprend pas. Personne ne comprend. « La pression d'huile est à zéro !» hurle-t-il à son coéquipier, qui tente désespérément de faire tourner le vilebrequin avec une barre à mine. « C'est impossible. On a changé les filtres hier, Hans. »« Il est grippé !» râle Hans, en essuyant la sueur de son front, laissant des traces sales sur son visage. Le piston est soudé à la chemise. Je n'ai jamais vu ça. Comme s'il n'y avait pas d'huile dedans, mais de la colle. Schmidt se penche vers le moteur. Il éclaire l'orifice de remplissage avec sa lampe torche. L'odeur. Une odeur âcre et douceâtre de caramel brûlé, totalement incongrue ici, au milieu du gazole et de la sueur. Cette odeur est le seul symptôme d'une épidémie qui fauche le matériel plus vite que l'artillerie russe. L'anatomie technique de la catastrophe est la suivante. L'ajustement de haute précision des pièces de moteurs allemands, leur tolérance micrométrique, sont devenus leur faiblesse. Le Maybach est un organisme complexe. Il exige une alimentation et une lubrification parfaites. Tout corps étranger dans le système le transforme en tas de ferraille. Mais les filtres sont propres. Les conduites de carburant sont étanches. En apparence, aucune trace de sabotage. Pas de fil coupé, ni de sable dans le réservoir. Le moteur meurt simplement de l'intérieur, étouffé par ses propres sucs. Un officier du service technique, un capitaine aux yeux rouges de manque de sommeil, marche le long de la rangée de véhicules en panne. Il fume cigarette sur cigarette. Dans ses mains, un rapport de perte. 30% du parc hors service en une semaine. Motif, panne moteur d'étiologie inconnue. « C'est un défaut d'usine !» crie-t-il en s'égosillant. « Un lot de pièces de la Ruhr. Du sabotage dans les usines. Je vais envoyer un rapport à la Gestapo. Qu'ils pendent tous les contremaîtres. » Il se trompe. Le problème ne vient pas de la Ruhr. Le problème est ici, sous son nez. Changement de décor. Un garage à la périphérie d'un village occupé. Il n'y a pas de blindés ici, seulement de vieux camions Opel Blitz réquisitionnés pour la logistique arrière. Dans un coin, derrière l'établi, se tient Stepan. Stepan ne ressemble pas à un héros d'affiche. Il approche de la quarantaine, les épaules basses, le dos voûté par des années de travail penché sur des capots. Il porte une veste matelassée huileuse, tellement imprégnée des odeurs du garage, qu'il semble lui-même constitué de chiffons et de cambouis. Ses mains sont des outils à part entière. De larges paumes, une noirceur incrustée dans la peau qu'aucun savon ne peut enlever, des articulations abîmées. Ce sont les mains d'un homme qui sent le métal. Il sait comment le métal respire, comment il fatigue, comment il meurt.
Stepan essuie lentement une soupape d'admission avec un chiffon. Ses mouvements sont économes et précis. Son regard est lourd, tourné vers l'intérieur. Il entend, derrière le mur, dans la rue, le grondement d'une patrouille allemande, les aboiements des bergers allemands, le crissement des bottes sur la terre gelée. « Hé, le mécano !» La porte du garage s'ouvre violemment d'un coup de pied. Un sous-officier allemand se tient sur le seuil. L'air froid s'engouffre dans la pièce avec lui. « Le camion est prêt ?» L'Oberleutnant attend. Stepan ne tressaille pas. Son pouls bat dans ses tempes, mais en apparence, il est l'humilité même. Il tourne lentement la tête. Il n'y a pas de peur dans ses yeux, seulement une soumission lasse que les occupants aiment tant voir. C'est son masque, son blindage. « Prêt, Herr Offizier », répond Stepan, d'une voix sourde et éraillée. « J'ai purgé le carburateur, réglé l'allumage. Il tourne comme une horloge. »« T'as intérêt », crache l'Allemand au sol, près de la chaussure de Stepan. « S'il cale dans le col, je te fusille personnellement, sans jugement. » Le sous-officier fait demi-tour et part. La porte claque. Stepan reste seul. Il regarde ses mains et ne tremble pas. Il sait que le camion n'arrivera pas au col. Il le sait avec la même certitude qu'il connaît la loi de dilatation thermique des métaux. Il n'a pas limé les flexibles de frein. Il n'a pas versé de sable. Il a fait quelque chose de bien plus terrible. Il a utilisé leur propre force contre eux. Anna. La pensée d'elle surgit soudainement, comme une décharge électrique. Elle l'attend à la maison. Son visage émacié par la faim, ses yeux où s'est figée une question muette. Encore longtemps? Elle est son encre. C'est pour elle qu'il marche chaque jour sur le fil du rasoir. Pour elle qu'il est devenu une ombre. Il ne peut pas prendre une mitraillette et partir dans la forêt, sinon ils brûleront tout le village, et Anna avec. Sa guerre est différente. Son front passe ici, au niveau moléculaire, à l'intérieur des cylindres et des pistons. Retour à la base de réparation. Il fait nuit. La lumière des projecteurs arrache aux ténèbres les silhouettes des chars. Les mécaniciens continuent de s'affairer sur le moteur mort du Tigre. Ils ont retiré la culasse. « Regarde ça », chuchote Hans en pointant les soupapes. « Tu vois ce dépôt ? Un vernis noir, dur comme du verre. » Schmidt passe son doigt sur la calamine. Le doigt glisse. « Ce n'est pas de la calamine », dit-il lentement. Et dans sa voix perce la véritable terreur du professionnel confronté à l'inexplicable. C'est un polymère. Le carburant, il s'est transformé en plastique directement dans les cylindres, à la température d'inflammation. Mais l'essence est propre. On a vérifié l'indice d'octane, objecte Hans. L'indice d'octane est normal. Schmidt essuie sa main sur son pantalon, essayant de se débarrasser de cette sensation collante. Mais la composition, quelque chose a modifié la chimie de la combustion. Nous cherchons une panne mécanique, mais ici c'est du poison. Le sang de la machine est empoisonné. C'est là que réside l'essence de la stratégie de Stepan. La machine de guerre allemande est un prédateur parfait. Le Panzerkampfwagen IV, le Tigre, le Panthère sont les sommets de l'évolution meurtrière. Mais même l'organisme le plus parfait succombe à un virus minuscule. Stepan a trouvé ce virus. Il n'est pas ingénieur diplômé de l'université de Berlin. C'est un autodidacte qui réparait des tracteurs au kolkhoz. Mais il comprend une chose simple. Plus le système est complexe, plus il est vulnérable. Les Allemands cherchent des saboteurs avec de la dynamite. Ils ont renforcé la garde du périmètre, installé des mitrailleuses sur les miradors. Ils vérifient les papiers de quiconque s'approche de la base à moins de 100 mètres. Ils cherchent un ennemi extérieur. Ils ne comprennent pas que l'ennemi est déjà à l'intérieur. Il est dissous dans leur sang, dans les milliers de tonnes de carburant qui alimentent leur armée.
Stepan éteint la lampe à pétrole dans le garage. L'obscurité cache son visage. Demain, une nouvelle colonne de camions-citernes arrivera. Demain, il aura encore du travail. Et demain, un autre bataillon de chars ne rejoindra pas ses positions de combat. La guerre ne se gagne pas seulement sur la ligne de front. Parfois, l'issue de la bataille se décide par un gramme de substance en trop, ajouté au bon endroit, au bon moment. Le silence de la nuit est trompeur. On y entend non seulement le vent, mais aussi le tic-tac d'un mécanisme d'horlogerie invisible. Un mécanisme déclenché par un simple mécanicien aux mains sales. Le géant d'acier de la Wehrmacht est déjà malade. La période d'incubation est terminée. La phase de décomposition active commence. La forêt tremblait. Ce n'était pas une métaphore, mais une vibration physique du sol, transmise à travers les semelles des bottes directement dans la colonne vertébrale. La vibration augmentait, passant d'un bourdonnement basse fréquence à un cliquetis rythmé de métal contre la terre gelée. Une colonne avançait sur le chemin de terre. 3 camions de ravitaillement et 2 chars d'escorte. Une cible typique pour une embuscade modèle 42. Mais on était fin 43, et les règles du jeu avaient changé, bien que le commandant partisan Igna refusa de l'admettre. Igna était allongé derrière un tronc de pin abattu, serrant dans ses doigts blanchis une grappe de grenades. Son plan était simple comme un coup de masse. Destruction du véhicule de tête, feu nourri sur l'infanterie, repli. Il croyait en la fureur et la surprise. Stepan était allongé 10 mètres plus à droite. Il n'avait pas de fusil. Il avait des jumelles et un pressentiment froid et nauséeux de catastrophe. Il ne regardait pas les ennemis. Il évaluait la technique. Le char de tête, un Panzerkampfwagen 4 modification H, surgit de la brume matinale. Ce n'était pas juste un tracteur avec un canon, c'était une forteresse mobile. Sur les flancs pendaient des écrans supplémentaires, les Schürzen, des plaques d'acier de 5 mm conçues pour la détonation prématurée des charges creuses et la protection contre les balles des fusils anti-chars. Stepan savait. La grappe de grenades d'Igna pour cette machine, c'était comme une pierre jetée contre un mur. « Feu !» Le cri d'Igna couvrit le bruit des moteurs. La forêt explosa d'éclairs. Les bouteilles incendiaires volèrent en arc de cercle, laissant des traînées de fumée dans l'air. L'une d'elles se brisa sur le blindage frontal du char. Le feu jaillit, lécha la fente de vision du conducteur, mais le système de refroidissement du moteur rugissait, aspirant l'air, et le char ne ralentit même pas. 30 tonnes d'acier allié, mues par l'inertie et 300 chevaux, ne s'arrêtent pas par la peur. Ignat lança sa grappe. Impact. Un cliquetis métallique sourd. Explosion. Stepan s'écrasa dans la mousse, comptant les battements de son cœur. Quand la fumée se dissipa, il vit l'horreur. Le char ne brûlait pas. L'explosion avait seulement arraché une jupe latérale et tordu le garde-boue. La chenille, un assemblage de patins moulés en acier au manganèse, continuait de tourner, mordant le sol. La tourelle du char commença à pivoter, lentement, avec le son lugubre et hurlant de la commande électrique. Le canon de 75 mm cherchait la position d'Igna, comme un doigt pointant la victime. La mitrailleuse coaxiale se mit à parler. Ce n'était pas un trépitement désordonné, mais le travail d'une machine à coudre perçant l'espace avec du plomb. Cadence de tir, 1200 coups par minute. L'arbre derrière lequel se cachait le commandant fut réduit en copeaux en quelques secondes. « Replie !» hurla quelqu'un sur la gauche. Mais il n'y avait nulle part où se replier. Le deuxième char, fermant la marche, pivota sur place, bloquant la percée. C'était une boucherie. Les chars ne tiraient pas au canon, ils économisaient les obus. Ils écrasaient simplement. Stepan vit Igna, contusionné,
le visage en sang, essayait de se lever. Il leva son pistolet. Un coup, un autre. Les balles faisaient jaillir des étincelles bleues du blindage sémenté et ricochaient vers le ciel. Le pilote du char ne ferma même pas sa trappe. Il voyait l'homme devant lui. Le conducteur mit simplement plus de gaz. Le rugissement du moteur s'intensifia, virant au hurlement. Les patins d'acier, pesant chacun des dizaines de kilos, roulèrent sur le corps. Le craquement des os fut audible même à travers le fracas du combat. C'était un son qui change un homme à jamais. Le son de la supériorité absolue de la machine sur la chair. Stepan ne tira pas, il rampa. Il utilisa chaque pli du terrain, chaque buisson, pour devenir invisible. Son cerveau fonctionnait en mode enregistreur d'urgence, notant les erreurs. Erreur 1, sous-estimation du blindage. Erreur 2, attaque frontale sur un adversaire techniquement supérieur. Erreur 3, tentative de détruire un mécanisme sans connaître son anatomie. Ils s'échappèrent par le marais. Sur 12 hommes, 4 revinrent. Soir du même jour. Une Zemlyanka dans un lieu reculé. L'air est vicié. Ça sent les pansements sales, le tabac bon marché et la peur. La lampe à pétrole fume, projetant de longues ombres dansantes sur les murs de rondins. Les survivants sont assis en silence. Un jeune gars, nommé Alexei, pleure dans un coin. Il tremble. Il a vu ce qui est arrivé à Igna. Le plus âgé des rescapés, l'ancien mineur Kuzmich, nettoie la culasse d'une carabine prise à l'ennemi. Ses mouvements sont brusques, saccadés. On y lit une rage impuissante. « Fallait prendre des mines », grogne Kuzmich en remettant le ressort en place avec force. « On a pris trop peu d'explosifs. La prochaine fois, on prendra 2 caisses de tolite. Sous la chenille. Fallait la mettre sous la chenille. » Ça n'aidera pas. La voix de Stepan est calme, mais dans l'abri étroit, elle couvre tous les bruits. Stepan est assis près du poêle, se chauffant les mains. Son visage est sans émotion, juste un masque de fatigue figé. Il regarde le feu. « Qu'est-ce que t'as dit ?» Kuzmich se tourne vers lui, les yeux injectés de sang. « Toi, t'es resté allongé à regarder. T'as même pas tiré. » « J'ai regardé comment fonctionne la suspension, » répond tranquillement Stepan. Il ne se justifie pas. Il énonce un fait. « Tu as vu l'épaisseur du blindage ? 80 mm à l'avant. Les flancs, 30 plus les écrans. Ta tolite va casser la chenille. Ils la changeront en 1 heure. Ils ont un bataillon de réparation à 20 km. Ils ont des grues, de la soudure, des pièces de rechange. On se bat contre une usine, Kuzmich. Et toi, tu t'attaques à une usine avec une massue. Et qu'est-ce que tu proposes ? Kuzmich bondit. La carabine claque sur la table. Se rendre ? S'asseoir et attendre qu'ils nous écrasent tous comme des punaises ? Stepan déplace lentement son regard vers Kuzmich. Il n'y a pas de défi dans ce regard, mais le mineur se tait. C'est le regard d'un chirurgien face à un patient inopérable. « Un char n'est pas une bête », dit Stepan en martelant chaque mot. « Un char est une machine. Il a un cœur, des poumons, du sang. De l'extérieur, il est habillé d'acier, on ne peut pas le percer. Mais à l'intérieur, il est tendre. » Stepan prend une brindille et commence à tracer un schéma sur le sol en terre battue. Moteur Maybach, 23 litres de cylindrée, un truc hyper complexe. Bloc en aluminium, chemise humide. Les jeux entre le piston et le cylindre sont de quelques centièmes de millimètre. Les Allemands sont fiers de cette précision. Mais cette précision est leur mort. Ils lèvent la tête, balayant l'assistance du regard. Alexei a cessé de pleurer et regarde le dessin par terre.
Si tu jettes une grenade de l'extérieur, le blindage tiendra. L'énergie cinétique se dispersera. Mais si on change la composition de ce qui entre à l'intérieur, si on force le moteur à se dévorer lui-même. L'empoisonner? Demande Alexei avec méfiance. Le tuer, corrige Stepan. Le sabotage, ce n'est pas une explosion. Une explosion s'entend à 5 km. Les Allemands envoient tout de suite des expéditions punitives. Le sabotage, c'est le silence. Le char sort des portes de la base en parfaite santé. L'équipage est content. Et 10 km plus loin, en rase campagne, le moteur se transforme en un bloc monolithique de métal inutile. Aucune réparation n'y fera. Seulement le remplacement du bloc. Et le bloc pèse 1 tonne. Et il vient d'Allemagne. Et comment tu vas faire ça? Kuzmich est toujours en colère. Mais la curiosité a percé dans sa voix. Par le Saint-Esprit? Par la chimie. Stepan efface le dessin avec la semelle de sa botte. Les Allemands aiment leurs instructions. Ils croient en la pureté de leur carburant. Ils ne vérifient pas chaque baril. Nous frapperons là où il n'y a pas de blindage. Dans le système de carburant. Le silence retombe dans la Zemlyanka. Ce n'est plus le silence de la défaite. C'est le silence avant la prise de décision. La vieille tactique est morte ce matin avec Igna. L'héroïsme s'est brisé sur l'acier Krupp. Stepan proposait autre chose. Pas un combat, mais un meurtre. Un meurtre froid, calculé et sournois de la technique. Tu comprends que s'il nous attrape, commence Alexei. S'il nous attrape avec des fusils, il nous fusille, coupe Stepan. S'il nous attrape avec ce que j'ai en tête, ils nous interrogeront longtemps. Très longtemps. La Gestapo s'est posé des questions sur l'anatomie humaine. Stepan se lève. Il s'approche du sac d'Igna, le mort. Il en sort non pas des cartouches, mais un morceau de sucre que le commandant gardait pour une occasion spéciale. Il fait tourner le cube blanc dans ses doigts sales. Les facettes du sucre brillent faiblement à la lumière de la lampe. La guerre, c'est des ressources, dit-il en regardant le sucre. Ils ont des chars, des avions, de l'artillerie. Nous avons accès à leurs arrières. Et nous avons la haine. Mais la haine doit être intelligente. Dès demain, nous cessons d'être des partisans. Nous devenons des mécaniciens. Il serre le poing et le sucre s'effrite en poussière blanche. On ne percera pas le blindage, répète-t-il ces mots devenus une sentence. Il faut frapper de l'intérieur. Stepan s'allonge sur la paillasse, se tournant face au mur. Il ferme les yeux, mais le sommeil ne vient pas. Devant son regard intérieur se tient l'image. La chenille en rotation, broyant le corps d'Igna. Le bruit, le craquement, le hurlement du métal. Ce son vivra désormais en lui. Il deviendra le carburant de sa propre guerre. Une guerre où l'arme principale ne sera pas l'atolite, mais la connaissance de la température de fusion du saccharose et du mécanisme de la pompe à injection haute pression. Demain, il commencera les expériences. Il a besoin de savoir exactement, pas à peu près, mais exactement, combien de grammes faut-il par litre d'essence pour arrêter un tigre. L'erreur n'est pas permise. Le prix de l'erreur n'est pas juste un échec, mais la vie d'Anna et de tous ceux qui sont proches. De l'autre côté des murs de la Zemlyanka, le vent hurlait, balançant la cime des pins. Quelque part là-bas, sur les routes, les moteurs allemands continuaient de rugir, sûrs de leur invulnérabilité. Ils ne savaient pas encore que leur mort était déjà programmée. Et cette mort avait un goût sucré. Une vieille grange au bord du marais devint le laboratoire. À travers les fentes des planches disjointes, la lumière grise du matin perçait,
tombant sur un établi fait de planches grossières. Sur l'établi ne reposait pas un cadavre humain, mais pour Stepan, c'était une autopsie. Devant lui se trouvait un carburateur de camion Opel Blitz capturé et un bloc-cylindre démonté, qu'ils avaient traîné avec des efforts surhumains depuis le lieu de l'embuscade de la veille à la faveur de la nuit. L'air à l'intérieur était lourd, vicié. Cela sentait la rouille, le vieux foin et l'odeur âcre de l'essence. Stepan ne remarquait pas le froid, bien que de la vapeur sortît de sa bouche. Il évoluait autour de la table avec la précision d'un chirurgien se préparant à une opération complexe. Ses instruments n'étaient pas le scalpel et la pince, mais des pinces universelles, une boîte de conserve noircie et un réchaud bourdonnant d'une flamme bleue régulière. Dans un coin, Kuzmich et Alexei étaient assis. Ils regardaient les manipulations du mécanicien avec une méfiance frisant l'agacement. Pour eux, habitués au poids du fusil et à la vérité tranchante de la grenade, ce qui se passait semblait relever du chamanisme ou de la folie. « On joue à la poupée, Stepan ?» croassa Kuzmich en roulant une cigarette de ses doigts tremblants. « Les Allemands ratissent la forêt, et toi tu fais de la confiture. » Stepan ne répondit pas. Il ne tourna même pas la tête. Son pouls était régulier, 60 battements par minute. Dans ces moments-là, le monde pour lui se rétrécissait à la tache de lumière sur l'établi. La peur s'en allait, chassée par la concentration. Il prit un petit sac en toile, défit le lacet et versa dans sa paume une poignée de cristaux blancs cassés. Du sucre de betterave ordinaire. « Regardez !» La voix de Stepan sonnait sèche, dénuée d'émotion. Leçon de chimie. Il versa 200 grammes d'essence dans la boîte de conserve. Puis, il y versa le sucre. Il secoua. Les cristaux tourbillonnèrent dans un vortex trouble, heurtant les parois, mais ne disparurent pas. « Vous voyez ?» demanda-t-il, en levant la boîte vers la lumière. Dans l'essence froide, le saccharose ne se dissout pas. Il reste simplement en suspension. Si on verse ça dans le réservoir, le préfiltre retiendra les gros morceaux. Les petits passeront, mais peuvent boucher les gicleurs. C'est une panne, mais pas la mort. Les Allemands turgeront le système en 2 heures et repartiront. C'est de l'amateurisme. Kuzmich cracha par terre. « Et alors, je l'avais dit, des conneries. »« Attendez !» le coupa Stepan. Il posa la boîte sur le réchaud. La flamme lécha le fond noirci. L'essence commença à bouillir presque instantanément, s'évaporant en une vapeur blanche et âcre. Stepan travaillait sans masque, plissant les yeux à cause des émanations. Il devait montrer le processus de transformation. « Le moteur à combustion interne est un four », commença-t-il sa conférence, pendant que le liquide bouillonnait dans la boîte. La température dans la chambre de combustion atteint 2000 degrés. Les parois des cylindres, les pistons, les soupapes, tout est porté au rouge. Quand l'essence avec le sucre arrive là-dedans, une réaction se produit. Le liquide dans la boîte s'était presque évaporé, et là, la transformation commença. La suspension blanche au fond s'assombrit soudain. Une fumée épaisse et douce s'éleva, mêlée de brûlé. L'odeur était écœurante, douceâtre. Elle prenait à la gorge, provoquant des hauts-le-cœur. Le sucre commença à fondre, à buller, se transformant en une masse noire et visqueuse, semblable à du goudron. « Caramélisation », prononça Stepan, en retirant la boîte du feu avec des pinces. « Et maintenant, regardez ce qui se passe quand le moteur refroidit, ou quand cette saleté arrive sur les guides de soupape. » Il éclaboussa le métal froid du bloc-cylindre avec la bouillie noire. La masse grésilla, s'étalant sur la surface miroir de la chemise, et se figea presque instantanément. « Essaie !» Stepan fit un signe de tête à Kuzmich en lui tendant un tournevis. « Gratte !»
Le mineur s'approcha, fronçant les sourcils d'un air incrédule. Il piqua le tournevis dans la tache noire. Le métal tinta. La calamine était dure comme de la pierre. Kuzmic appuya plus fort, essayant d'écailler la croûte. La pointe dérapa, ne laissant qu'une égratignure sur le vernis noir. « Ce n'est pas juste de la saleté », dit doucement Stepan, en regardant Kuzmic essayer en vain de nettoyer la pièce. « C'est un abrasif et une colle en même temps. Dans un moteur en marche, cette substance enveloppe les segments. Elle bouche les canaux d'huile et se dépose sur les tiges de soupape. » Stepan prit une soupape, la trempa dans les restes de la bouillie encore tiède et l'inséra dans le guide. Il attendit 10 secondes. « Et maintenant, sors là. » Kuzmic tira sur la tige de la soupape. Elle ne bougea pas. Il tira plus fort. Le métal s'était soudé au métal. « Quoi c'est ?» chuchota Alexei, en regardant la scène avec des yeux écarquillés. « À mort », confirma Stepan. « Imaginez que cela se produise à 3000 tours par minute. Le piston monte et la soupape n'a pas le temps de se fermer parce que le ressort ne peut pas vaincre la résistance de cette colle. Impact. Le piston frappe la tête de la soupape, tord la tige, casse le culbuteur. Ou pire encore, les segments se collent au piston. La compression tombe à zéro. L'huile cesse d'arriver. Le moteur serre. Le silence s'installa dans la grange, troublé seulement par le bourdonnement du réchaud qui refroidissait. Les partisans regardaient le morceau de ferraille souillé, comme s'il ne s'agissait pas d'une pièce de machine, mais d'un artefact magique. Ils venaient de voir comment une poignée de poudre blanche avait vaincu l'acier. « C'est pour toujours ?» demanda Alexei. « Pour nettoyer ça, il faut démonter le moteur jusqu'à la dernière vis, » répondit Stepan en s'essuyant les mains avec un chiffon. « Faire bouillir dans de la soude pendant des heures, gratter à la main. Sur le terrain, c'est impossible. Le moteur part à la ferraille. Le char devient un blocos. Le camion, un tas de métal. » Stepan s'approcha de la porte et regarda par la fente. La rue était déserte. Seul le vent chassait les feuilles sèches. Mais la tension n'avait pas disparu. Elle flottait dans l'air, comme l'électricité statique avant l'orage. Maintenant, ils connaissaient le secret. Maintenant, ils avaient une arme. Mais posséder cette arme exigeait un sang-froid d'un tout autre genre. Les Allemands sont méticuleux, poursuivit Stepan en revenant à l'établi. Ils comptent sur la pureté de leur carburant. Ils ont un système d'injection complexe. Sur les Maybach et les Daimler-Benz, les jeux sont minimes. Un camion russe toussera et repartira, mais une machine allemande mourra. Leur supériorité technologique est leur point faible. Nous allons pirater leur système par l'estomac. « Combien il en faut ?» demanda Kuzmic. La moquerie avait disparu de sa voix. C'était maintenant le ton professionnel d'un homme planifiant une opération. Ça dépend du volume du réservoir. Stepan commença à ranger les outils. Chaque mouvement était calculé. Il calculait déjà la logistique dans sa tête. Pour un réservoir de moto, 200 grammes suffisent. Pour un camion, un demi-kilo. Pour un char, il faut 1,5 kg ou 2 pour tuer à coup sûr les 12 cylindres. L'essentiel, c'est que le sucre entre dans le système quand le moteur est chaud, ou qu'il se mélange pendant le mouvement. « Où on va trouver autant de sucre ?» fit remarquer judicieusement Alexei. « Dans les villages, c'est la famine. » Stepan ne regarda d'un air grave. « Chez les Allemands, » répondit-il. « Ils en transportent des wagons pour leurs officiers et pour le café Ersatz. Les entrepôts de l'intendance sont pleins à craquer. On va prendre leur sucre et on le donnera à manger à leur propre char. C'est justice. » Il prit la soupape refroidie, qui n'avait toujours pas réussi à sortir du guide,
et la fit sauter dans sa paume. Un lourd morceau de métal mort. « Ce n'est plus une guerre de coups de feu », dit Stepan en regardant ses camarades dans les yeux. « C'est une guerre d'ingénieurs. Je vais vous montrer comment faire des bombes avec du chiffon et de la graisse pour que le sucre ne se dépose pas au fond du réservoir tout de suite, mais se dissolve progressivement. Nous ferons des capsules à retardement. » La peur passa au second plan. Dans les yeux de Kuzmich et d'Alexei, une lueur méchante s'alluma. Le sentiment d'impuissance face aux monstres blindés disparut. Ils avaient compris la mécanique de la vulnérabilité. Il s'avérait qu'on pouvait tuer un tigre non seulement avec un obus perforant qu'ils n'avaient pas, mais aussi avec un paquet de sucre raffiné qu'on pouvait voler. « Demain, on part en reconnaissance vers la gare, » dit fermement Kuzmich. « Stepan, tu réponds de la mixture sur ta tête. Et nous, on assure la livraison. » Stepan hocha la tête. Il sentait qu'à l'intérieur de lui aussi, quelque chose avait durci, comme cette calamine noire sur le métal. La pitié, les doutes, la peur, tout cela avait brûlé dans le fourneau de la haine, ne laissant qu'un calcul froid et dur. Il n'était plus simplement un mécanicien de village. Il était devenu un virus dans une veine d'acier de la Wehrmacht. Et il était prêt à commencer l'infection. Le vent au dehors forci, frappant les murs de la grange. On aurait dit que la nature elle-même essayait de les avertir du danger. Mais la décision était prise. Sur la table, parmi les outils sales, brillaient les cristaux de sucre éparpillés, munitions d'une nouvelle guerre silencieuse. Une guerre où celui qui gagne n'est pas celui qui a le blindage le plus épais, mais celui qui connaît la température de fusion de l'espoir de l'ennemi. Se glisser dans la peau d'un autre est plus effrayant que d'entrer dans une maison en feu. Dans une maison en feu, tu connais l'ennemi, c'est le feu. Ici, l'ennemi, c'est chaque pli de ton vêtement, chaque regard, chaque respiration. Stepan boutonna le dernier bouton de sa veste en drap gris. Ce n'était pas un uniforme de la Wehrmacht, mais une tenue de travail de l'organisation Todt, la structure de construction militarisée. Sur la manche, un brassard jaune avec les lettres noires « Deutsche Wehrmacht ». Pantalon grossier, de travail, rentré dans les bottes. Dans sa poche, pas de grenade, mais une clé à molette et un pied à coulisse. Il n'est plus un partisan. Il est un Iwi, un auxiliaire volontaire, chef mécanicien d'une brigade de réparation. À côté, Alexei enfilait une veste identique. Ses mains tremblaient. Le tremblement était fin, traître. Il partait du plexus solaire. « Ne t'avachis pas », lança sèchement Stepan en ajustant son col. « Tu es un ouvrier allemand. Tu es le maître de la technique ici. Les Allemands ne marchent pas comme des chiens battus. Ils marchent comme s'ils avaient acheté cette terre. » « Je ne parle pas allemand, Stepan. »« Juste, Hände hoch », chuchota Alexei en se regardant dans un éclat de miroir trouble. Son visage était pâle, presque gris au clair de lune. « Tu n'en as pas besoin, tais-toi, hoche la tête. Si on te demande, tu es stagiaire, muet suite à une contusion. C'est moi qui parlerai. » Stepan prit les documents sur la table. 2 Ausweis. Le papier était jaunâtre, épais, avec des filigranes. Les photos collaient un peu de travers, mais le tampon, un aigle violet avec une croix gammée, semblait impeccable. C'était l'œuvre d'un vieux graveur juif du ghetto, que les clandestins avaient exfiltré une semaine plus tôt. Le graveur connaissait la chimie des encres mieux qu'un rabbin la Torah. Mais même un faux parfait ne sauve pas si la voix tremble. Ils sortirent dans la nuit. L'Opel Blitz capturé, avec les insignes tactiques du service arrière, était garé derrière la grange. Le moteur démarra au quart de tour. Stepan l'avait révisé personnellement. Le moteur tournait rond, sans rater. Mais pour Stepan,
Ce son ressemblait au coup de marteau sur un cercueil. Dans la benne, sous la bâche, il y avait des caisses à outils. Et sous les outils, dans un double fond, des sacs. 50 kilos de sucre. 50 kilos de mort blanche pour les moteurs. La route vers le dépôt de carburant et de lubrifiant était droite comme une flèche. Sur les côtés, défilaient les silhouettes noires des arbres. La lune, tantôt se cachait derrière les nuages, tantôt inondait la chaussée d'une lumière cadavérique. Plus ils approchaient de l'objectif, plus l'espace se resserrait. Devant, apparut une lueur. Des projecteurs. Ils balayaient le ciel et la terre, arrachant des morceaux de réalité. Des barbelés sur 3 rangs, des miradors avec des mitrailleuses MG42, les blocs de béton du poste de contrôle. Ce n'était pas un entrepôt. C'était une forteresse, gardant le sang de la guerre. L'essence. Stéphane posa ses mains sur le volant. Ses jointures blanchirent. Il ordonna à son cœur de battre plus lentement. La physiologie de la peur est simple. La décharge d'adrénaline rétrécit les vaisseaux, augmente la pression, provoque des tremblements. Pour survivre, il faut prendre le contrôle du système nerveux végétatif. Respirer profondément, par le diaphragme. 1, 2, inspiration. 3, 4, expiration. On arrive, dit-il. Sa voix était étrangère, métallique. Regarde droit devant. Ne promène pas ton regard. L'Opel ralentit. Les freins crissèrent. La barrière, peinte de bandes rouges et blanches, était baissée. À côté de la guérite, 2 hommes. L'un dans un long manteau caoutchouté, avec la plaque de la gendarmerie de campagne sur la poitrine. Au cou, une chaîne en acier. Dans les mains, une lampe et un pistolet mitrailleur. L'autre, un soldat de la garde avec une carabine. Stéphane baissa la vitre latérale. L'air froid le frappa au visage. Ça sentait l'ozone des puissants projecteurs et l'humidité. Le gendarme s'approcha tout près. Le faisceau de la lampe frappa les yeux, aveuglant. Stéphane ne cligna pas. Il plissa seulement légèrement les yeux, mimant l'agacement d'un homme fatigué qu'on dérange pour des broutilles. « Halte! Papier !» aboya la voix allemande, rude, autoritaire. Stéphane sortit lentement l'Ausweis et l'ordre de mission. Lentement. Tout mouvement brusque, et c'est la rafale à bout portant. Il tendit les papiers dans le cercle de lumière. Le gendarme prit les documents. Il ne les regarda pas tout de suite. Il éclairait le visage de Stéphane, étudiant ses pupilles, la sueur sur son front, les plis près de la bouche. C'était un duel de nerfs. Stéphane regardait juste au-dessus des yeux de l'Allemand, vers la visière de son casque. Un regard qui traversait. « Où allez-vous ? Il fait nuit. » L'Allemand parlait avec un accent bavarois, traînant sur les voyelles. « Dépôt carburant, secteur 4, station de pompage, » répondit Stéphane dans un bon allemand technique. Il avait appris la langue avant la guerre, dans les manuels de machine-outils, et avait fait sa pratique sous l'occupation. Ordre de l'ingénieur en chef Krause. Chute de pression dans la conduite principale. Si on ne répare pas avant le matin, la colonne de chars restera à sec. Le gendarme eut un petit rire. Il dirigea le faisceau sur Alexei. Celui-ci était assis, agrippé à la poignée de la portière, fixant un point unique. Et lui, pourquoi il tremble? Le partisan a peur? Une seconde de silence. Elle s'étira en éternité. Stéphane entendait le tic-tac de la montre au poignet du gendarme. « C'est un stagiaire », dit calmement Stéphane, et une note de mépris perça dans sa voix. « Première fois en équipe de nuit, contusionné près de Kharkov. Un idiot, mais il sait serrer des boulons. » Le gendarme éclata de rire. Un rire bref, aboyant. « Il y en a beaucoup comme vous,
Des héros de l'arrière. Il baissa enfin les yeux sur les papiers. Le faisceau de la lampe glissa sur les lignes. Nom, tampon, signature, date. Chaque lettre pouvait être une condamnation. Si le graveur s'était trompé de police, si l'encre était trop fraîche, si leur nom n'était pas sur la liste des autorisés. Le gendarme fronça les sourcils. « Vous n'êtes pas sur les listes de l'équipe de nuit. » Stéphane sentit le froid l'envahir. Son estomac se noua. C'était l'échec. L'Allemand allait lever son sifflet. La rafale allait partir. « Évidemment qu'on n'y est pas !» Stéphane haussa la voix, y ajoutant des notes d'irritation de professionnels freinés par la bureaucratie. « La pompe a lâché il y a 1 heure. Monsieur l'ingénieur en chef a appelé l'officier de permanence du dépôt. Vous voulez que je réveille le commandant et que je signale que la Feldgendarmerie retarde la réparation d'un objet stratégique? Allez-y, appelez. Mais quand demain les tigres ne démarreront pas, c'est vous qui écrirez le rapport d'explication. » C'était un bluff insolent, mortel. Stéphane frappait un endroit le plus vulnérable de l'armée allemande. La peur de la hiérarchie et de la responsabilité en cas d'échec de la mission. Le gendarme se figea. Il regardait Stéphane. Dans ses yeux luttaient la vigilance réglementaire et la réticence à réveiller ses chefs pour une histoire de pompe cassée. La logique de la guerre. Mieux vaut laisser passer les réparateurs que de répondre d'une offensive ratée. « Qu'est-ce qu'il y a dans la benne ?» demanda sèchement le gendarme en rendant les papiers. « Outillage, chiffon, pièces de rechange pour l'hydraulique. Vous pouvez vérifier, mais alors on y passera sûrement la nuit. » L'Allemand resta encore 1 seconde à peser les risques. Puis, il fit signe aux soldats près de la barrière. « Passez, et dis à Krauss de faire les laisser passer à l'avance. La prochaine fois, je tire. »« Je transmettrai, » hocha Stéphane. La barrière monta. Le bâton rayé noir et blanc ouvrait la voie vers l'enfer. Stéphane relâcha doucement l'embrayage. Le véhicule s'ébranla. Il n'accéléra pas fort, ne démarra pas en trombe. Lentement, avec assurance, comme s'il conduisait ici tous les jours. Quand ils se furent éloignés du poste de contrôle de 50 mètres et qu'ils disparurent derrière des piles de barils, Alexei expira bruyamment. L'air sortit de lui en sifflant, comme d'un pneu crevé. « J'ai cru que c'était fini, » chuchota-t-il. « Je ne sens plus mes jambes. »« C'est trop tôt, » le coupa Stéphane. Il essuya son front avec sa manche. La manche devint humide. « On n'est pas sorti. On est entré. On est à l'intérieur de la souricière, Alexei. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. » Autour d'eux s'élevaient des montagnes de métal, des citernes, d'énormes réservoirs d'acier de 60 tonnes, peints en camouflage, des barils empilés en rangées infinies. L'odeur de l'essence ici était si dense qu'il semblait qu'une seule étincelle suffirait à vaporiser ce secteur de la carte. Il roulait dans un labyrinthe de mort. La lumière des phares éclairait des panneaux. Interdiction de fumer, inflammable, halte, tir sans sommation. C'était un territoire d'ordre absolu. Une logistique parfaite. L'Ordnung allemand. Et là, dans la benne de leur camion, gisait le chaos, emballé dans des sacs de farine. « Coupe le moteur !» commanda Stéphane quand ils se garèrent dans l'ombre de l'énorme réservoir numéro 8. La suite à pied. Silence. Comme des ombres. Stéphane coupa le moteur. Le silence tomba instantanément, lourd, vibrant. Seul le bourdonnement d'un transformateur au loin et le crissement du gravier sous les bottes d'une patrouille quelque part dans l'allée voisine. Il prit une barre à mine. Le manche lui glaça la paume. Ses doigts ne tremblaient plus. La peur était restée là-bas, derrière la barrière. Ici, c'était le travail. Un travail difficile, sale, de haute précision.
un travail de saboteur. Stepan regarda le manomètre sur le tuyau du réservoir. L'aiguille indiquait la pression de service. Le système était vivant. Il respirait, pompant le carburant dans les veines du front. Maintenant, il allait faire à ce système une injection dont il ne se relèverait pas. « On prend les sacs », chuchota-t-il. « On a 15 minutes avant la prochaine ronde. » Ils étaient à l'intérieur. Des corps étrangers dans l'organisme de l'ennemi. Le virus commençait à agir. L'ombre de l'énorme réservoir numéro 8 les recouvre entièrement. Ici, en bas, près de la base en béton, l'obscurité est épaisse, presque palpable. Ça sent le pétrole brut et le métal froid. Le vent siffle dans l'enchevêtrement des tuyaux, créant un fond sonore idéal. Ce grondement est leur allié. Il masque la respiration, masque le crissement des semelles, masque le bruit du sac de sucre touchant le sol. « Alexei, mets-toi à l'angle. » Le chuchotement de Stepan est à peine audible. Il se noie dans le bruit du vent. « Surveille le Mirador. » Si le faisceau du projecteur vient par ici, tape avec la clé sur le tuyau. Une fois. Alexei hoche la tête. Son visage est blanc dans l'obscurité. Il serre la baramine si fort que ses jointures semblent transparentes. Stepan charge le sac sur son épaule. 30 kilos. Dans la vie normale, c'est le poids d'un sac de pommes de terre. Ici, derrière les lignes ennemies, c'est le poids d'une bombe d'avion. Chaque pas coûte un effort. La gravité semble décuplée. Il s'approche de l'échelle verticale menant au toit du réservoir. Les échelons sont étroits, couverts d'une fine pellicule de condensation et de poussière huileuse. Glissant. Un faux mouvement et il tombe d'une hauteur de 15 mètres. Le bruit de la chute du corps sur le béton réveillera toute la garde. Stepan commence l'ascension. Main droite, pied gauche. Se hisser. Le sac tire en arrière, scie le cou, déséquilibre. Pousse 140. La respiration est saccadée, mais il se force à respirer par le nez. La bouche fermée. Les poumons brûlent. C'est la physiologie de l'effort extrême. Les muscles travaillent à la limite, brûlant l'oxygène plus vite que le sang ne peut l'apporter. Mi-chemin. Le vent est plus fort ici. Il arrache la veste, essayant de jeter l'homme hors du métal. Stepan se plaque contre la paroi froide de la citerne. Il sent la vibration à l'intérieur. Là, derrière la feuille d'acier de 10 mm d'épaisseur, clapote 100 tonnes d'essence. La réserve stratégique de la division blindée SS Totenkopf. Le sommet. La plateforme en haut est plate, entourée d'une rambarde fragile. Stepan pose délicatement le sac. Un son sourd, mou. Il s'allonge sur le ventre et rampe vers l'orifice de remplissage. Interdit de se lever, sur le fond du ciel, sa silhouette serait visible par l'observateur du Mirador, même sans jumelles. Le voilà, l'écoutille. Un anneau massif en fonte avec une fermeture à vis. Stepan sort de sa poche un morceau de chiffon huileux. Il enroule la vanne pour que le métal ne teinte pas. Il pèse de tout son poids. La rouille résiste. Il faut un levier. Il s'arc-boute avec les jambes sur le caillebotis. Les veines de ses tempes gonflent. Si le filetage est grippé, l'opération est ratée. Interdit de frapper, interdit de chauffer. La vanne cède avec un grincement bas et désagréable. Stepan se fige. Il attend le coup de feu. 1 seconde. 2. Silence. Le vent a couvert le grincement. Il tourne encore plus vite. Le couvercle bascule. De la gueule noire de l'orifice jaillit une vague suffocante de vapeur d'essence. La concentration est telle que les yeux se mettent à pleurer instantanément. Stepan retient sa respiration.
Il sort son couteau, éventre le sac. Maintenant, le plus dangereux. Le bruit de la matière qui s'écoule. Il incline le sac. Le sucre est blanc, raffiné, de première qualité. Il coule dans l'abîme noir. Pour Stéphane, ce son est semblable au fracas d'un éboulement en montagne. Il lui semble que ce bruissement s'entend jusqu'à Berlin. Les cristaux heurtent la surface du carburant, coulent, commencent leur lent voyage vers le fond. La physique du processus est irréversible. Le sucre est plus lourd que l'essence. Il va se déposer au fond du réservoir. Là, en bas, il ne se dissoudra pas tout de suite. Il reposera comme une dune blanche jusqu'au moment du ravitaillement. Les pompes aspireront la couche inférieure. La suspension sucrée passera dans les camions-citernes. Dans les camions, avec les secousses et la chaleur du soleil, une dissolution partielle commencera. Mais le coup principal sera porté dans les chambres de combustion. La moitié du sac. « Attention !» Un cri sec venant d'en bas, langue allemande. Stéphane tombe visage contre le métal froid de la grille. Il arrête de verser. Son cœur rate un battement. Il tourne la tête, pressant sa joue contre une tache de mazout. En bas, dans l'allée entre les citernes, marchent deux hommes. Le faisceau de la lampe danse sur le béton, sur les tuyaux, sur l'échelle où il était suspendu il y a un instant. « J'ai entendu un grincement », dit une voix, jeune, claire. « C'est le vent, Günther », répond la seconde, rauque, fatiguée. « Tout grince ici. C'est de la vieille ferraille, encore de l'époque soviétique. Viens, j'ai besoin de fumer. »« Non, vérifions l'échelle. » Le faisceau de la lampe grimpe. Stéphane s'écrase contre la grille. Il se sent comme un insecte sous un microscope. Il voit la lumière glisser sur la rambarde. Encore 2 mètres plus haut, et le rayon le frappera au visage. Il ne prie pas. Il compte les secondes. Il prépare son couteau. Si l'Allemand monte, il sautera. Un coup à la gorge, puis un saut dans le vide. Chance de survie, 0,1. Mais pas question de se rendre. Le faisceau s'arrête au milieu de l'échelle. « Rien à signaler, » dit le rauque. « Viens, je te dis. J'ai laissé mon briquet à la biérite. » La lumière s'éloigne. Les pas s'éloignent. Le claquement des bottes ferrées s'estompe. Stéphane expire. L'air sort de ses poumons dans un râle. Il est trempé. La sueur coule le long de son dos comme un ruisseau glacé. C'est la réaction de thermorégulation au stress. L'organisme se préparait au combat ou à la fuite, et maintenant que le danger est passé, c'est le contre-coup. Faiblesse dans les genoux, tremblement dans les doigts. Il faut finir. Il verse le reste du sucre. Il roule le sac vide en une boule serrée et le cache sous sa veste. Ne pas laisser de traces. Il ferme l'écoutille, serre la vanne. Maintenant, dans ce réservoir, ce n'est plus juste du carburant. C'est une arme chimique à retardement. 30 kilos de saccharose pour 60 tonnes d'essence. La concentration est faible, mais suffisante. Cela ne tuera pas le moteur instantanément. Cela en fera un invalide. La calamine sur les soupapes grandira couche après couche, jour après jour. Les chars perdront de la puissance, surchaufferont, caleront. Et personne ne comprendra pourquoi. Stéphane descend, vite, glisse les mains sur les rampes, se brûlant la peau. En bas, Alexei l'attend. « T'as été long », chuchote Alexei. Ses yeux sont immenses. Ils sont passés à 1 mètre de moi. J'ai cru que j'allais blanchir. « On part », lance Stéphane. « Au camion, vite !» Il retourne vers le camion. Les jambes sont en coton, mais le pas doit être ferme, ne pas courir. Un homme qui court éveille les soupçons. Un homme qui marche
et juste un ouvrier. Il monte dans la cabine de l'Opel. L'odeur à l'intérieur, une odeur de vieux cuir et de poussière, semble maintenant être l'odeur de la maison. Stéphane met la clé dans le contact. Sa main se fige. Et s'il ne démarrait pas? Et si la technique allemande sentait la trahison? Tour de clé. Le démarreur gémit. Une fois, 2 fois. Le moteur prend. Un ronronnement régulier. Il roule vers le poste de contrôle. Maintenant, le plus dur. Sortir. La sortie est toujours plus dangereuse que l'entrée. Psychologie du criminel. Après le forfait, on a envie de fuir. Le regard devient fuyant, le comportement nerveux. Stéphane sort une cigarette. Il l'allume. La fumée remplit la cabine. C'est un camouflage. La fumée cachera le tremblement des lèvres, cachera l'odeur de la peur. « Ouvrez !» crie-t-il à la sentinelle, 5 mètres avant la barrière. « La pompe est réparée. Pression normale. » La sentinelle, la même qu'à l'entrée, fait un geste paresseux de la main. Il veut dormir. Il s'en fiche. Il lève la barrière. Le camion sort du périmètre. L'obscurité de la forêt les embrasse. Ce n'est qu'après avoir roulé 3 kilomètres, quand les lumières de la base ont disparu derrière un virage, que Stéphane s'est autorisé à s'arrêter. Il coupa le moteur. Dans le silence de la cabine, on entendait Alexei claquer des dents. Ce n'était pas le froid. « On l'a fait ?» demanda Alexei. Stéphane regarda ses mains. Elles étaient noires de mazout et sucrées de sucre glace. Un mélange collant, mortel. « On a posé une bombe, Alexei, » dit-il en regardant dans le noir. « Seulement, elle n'a pas de minuteur. Elle explosera au moment où ils s'y attendront le moins. » Stéphane essuya ses mains sur son pantalon. Le sabotage, ce n'est pas une grosse explosion. Le sabotage, c'est quand l'ennemi pense qu'il est en sécurité, alors que sa machine est déjà morte. Aujourd'hui, ils n'ont pas tué un seul char. Aujourd'hui, ils ont empoisonné la confiance même de l'armée allemande en sa puissance. Il redémarra le moteur. Une longue nuit les attendait. Il fallait rentrer, brûler les vêtements, cacher le véhicule et attendre. Attendre que le sucre commence son travail. Attendre que les bêtes d'acier commencent à tousser et à mourir. « On y va, » dit Stéphane. « Demain, il y aura beaucoup de travail. Les Allemands vont lancer l'offensive. Et nous, on regardera comment ils s'arrêtent. » L'aube sur la ligne de front est grise comme une capote d'infanterie. Ce matin, le silence semble artificiel, tendu à en faire bourdonner les oreilles. C'est le calme avant la tempête. Le commandement allemand a fixé le début de l'opération Citadelle 2 à 6h00. Objectif : rupture de la défense sur un secteur étroit de 4 km de large, encerclement du groupement soviétique et accès aux passages stratégiques. Sur les cartes de l'état-major de l'armée, tout semble parfait. Les flèches bleues transpercent les lignes de défense rouges comme un couteau dans du beurre. Mais les cartes d'état-major ne prennent pas en compte la composition chimique du carburant dans les réservoirs de la 6e division blindée. À 5h30, commence le ravitaillement. Les camions-citernes, ceux-là même qui sont sortis de l'entrepôt empoisonné cette nuit, s'affairent entre les carcasses d'acier des chars. Les tuyaux se déroulent comme des boas noirs. Les pompes bourdonnent, transvasant des centaines de litres d'essence dans les ventres insatiables des tigres et des panthères. Les conducteurs et les mécaniciens sont calmes. Ils vérifient les niveaux d'huile, essuient les optiques. Personne ne goûte le carburant. Personne ne sait qu'avec l'essence, c'est la mort de leur machine qui coule dans les réservoirs. Le sucre, dissous par les secousses sur les routes défoncées, est passé à travers les préfiltres. Il est devenu un agent invisible du chaos. 6h00. Une fusée monte dans le ciel. Éclair vert.
Panzers, vorwärts résonne dans les écouteurs des casques. Des centaines de moteurs rugissent simultanément. La terre tremble. Les gaz d'échappement s'élèvent en nuages gris-bleu au-dessus de la forêt. L'armada s'ébranle. Les chenilles arrachent l'herbe gelée. Il semble que rien au monde ne puisse arrêter cette avalanche de feu et d'acier. Les 15 premières minutes, tout est normal. Les moteurs fonctionnent en régime nominal, chauffant jusqu'aux températures de service. Mais c'est justement la température qui devient le catalyseur de la catastrophe. Dans les chambres de combustion, où fait rage une flamme à 2000 degrés, se produit une métamorphose chimique irréversible. Les particules microscopiques de sucre fondent, se transformant en caramel, puis en un dépôt de carbone dur. Le tigre de tête du capitaine Müller est à la pointe du coin blindé. La machine rugit, gravissant une côte. Soudain, le bruit du moteur change. Au lieu du ronflement bas et régulier, apparaît un claquement étranger, métallique, clair. « La pression d'huile chute !» crie le pilote par l'interphone. « La température grimpe dans le rouge !»« Ne pas s'arrêter !» hurle Müller. « Nous sommes sur un secteur battu par le feu. En avant !» Mais on ne peut pas crier plus fort que la physique. La calamine agglomère les tiges des soupapes d'échappement. Les jeux disparaissent. La soupape reste bloquée en position ouverte. Le piston, remontant, frappe avec une force monstrueuse la tête de la soupape. Choc, craquement. La tige plie. Le culbuteur casse. Un cylindre est hors jeu. Puis, un deuxième. Le moteur commence à tourner sur 3 pattes, secoué de fièvre. La puissance chute de manière catastrophique. 700 chevaux se transforment en rosse tirant une charrette. Le mastodonte de plusieurs tonnes a des soubresauts et se fige au milieu du champ. Les chenilles s'arrêtent. Le tigre devient une cible immobile. Que se passe-t-il? Pourquoi l'arrêt? Les terres explosent de demandes paniquées. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une épidémie. À gauche, un panthère s'arrête. À droite, un canon automoteur Ferdinand. Le tableau est surréaliste. Les chars ne brûlent pas, n'ont pas explosé. Ils s'arrêtent simplement, comme si leur ressort était cassé. Mais le véritable enfer commence à l'arrière du groupement offensif. Sur l'étroit pont de bois enjambant une petite rivière, seule artère de ravitaillement, un camion lourd chargé de munitions cale. Son moteur est grippé à mort, les segments soudés aux parois des cylindres par la colle sucrée. Le chauffeur fait tourner le démarreur, vidant la batterie, mais impossible de faire tourner le vilebrequin même avec une barre à mine. Derrière le camion, toute la colonne s'immobilise. Camion-citerne, véhicule d'infanterie, tracteur avec obusier. L'embouteillage s'étire sur des kilomètres. Personne ne peut contourner. Autour, ce sont des marais et des champs de mines. La logistique de la Wehrmacht, calculée à la minute près, s'effondre comme un château de cartes. « Dégagez ce véhicule du pont !» hurle dans la radio un colonel observant l'effondrement aux jumelles. « Poussez-le dans la rivière !» Les soldats essaient de pousser l'Opel chargé d'obus à la main. Il ne bouge pas. On amène un autre tracteur. Mais lui aussi, après avoir travaillé 10 minutes sous charge, commence à éternuer et cale. Le sucre a atteint son système d'injection aussi. Effet domino en action. Les chars en première ligne, ceux qui bougent encore, épuisent leurs munitions et demandent du ravitaillement. Mais les obus sont bloqués sur le pont dans un bouchon mort. L'artillerie de soutien se tait, les tracteurs ne peuvent pas amener les canons en position. L'infanterie, privée du soutien des blindés, se terre sous le feu des mitrailleuses. Dans le trafic radio règne l'hystérie. Les indicatifs stricts cèdent la place aux jurons choisis. « Aigle » appelle « Aigle royal ».
J'ai 3 véhicules en panne. Moteur mort. Envoyez assistance technique. Aigle Royal ne peut pas envoyer d'aide. Les dépanneuses sont aussi en panne. Tout est à l'arrêt. C'est du délire. Des officiers SS courent entre les chars en panne, pistolet au poing. Ils cherchent des coupables. Ils voient le sabotage, mais n'en comprennent pas la nature. On sort les mécaniciens des écoutilles, on les met à genoux dans la boue. Traître, vous avez siphonné le carburant. Vous n'avez pas changé l'huile, crie un Sturmbannführer en braquant son Walter sur la tempe d'un caporal blême. Je le jure, sanglote le mécanicien. Tout a été fait selon les instructions. C'est un défaut d'usine. Le métal, il est devenu mou. Coup de feu. Le corps tombe dans l'ornière. Mais cela ne redémarre pas les moteurs. L'exécution ne change pas la composition chimique de la calamine sur les pistons. La paranoïa submerge le commandement. Ils ont l'impression que l'ennemi est partout, que chaque mécanicien est un agent de Moscou, que chaque litre d'essence est empoisonné. Et ils ont raison. Vers midi, l'offensive s'enlise définitivement. Pas à cause d'une contre-attaque des troupes soviétiques, mais d'une paralysie interne. La redoutable division blindée s'est transformée en un musée de figures statiques à ciel ouvert. Au quartier général de la division, le général arrache sa croix de chevalier et la jette sur la carte. Il comprend que c'est la fin de sa carrière, et peut-être de sa vie. Il rapporte à l'état-major de l'armée « Offensive arrêtée pour raisons techniques. Panne massive des groupes motopropulseurs. Je soupçonne l'utilisation par l'ennemi d'un nouveau type d'arme chimique affectant les alliages moteurs. » Il ne se doute même pas à quel point il est proche et loin de la vérité. L'arme chimique, ce sont simplement des glucides, achetés par les intendants de sa propre armée pour le café du matin. À l'horizon, de la fumée s'élève. C'est l'artillerie soviétique qui commence à régler son tir sur les cibles immobiles. Les tankistes allemands, enfermés dans leur boîte de fer au moteur mort, regardent le ciel avec horreur. Ils ne sont plus des prédateurs, ils sont du gibier dans un piège. Les tourelles peuvent encore tourner, les canons peuvent encore tirer, mais un char sans mouvement est un cercueil. Stepan ne voit pas tout cela. Il se trouve à 20 km de la ligne de front, dans son garage. Mais il entend. Il entend le grondement lointain de la canonnade, qui ne se déplace pas vers l'est, comme cela aurait dû se passer en cas de percée allemande. Le grondement reste sur place. Et puis il commence à refluer vers l'ouest. Il est assis sur un tabouret, jambes allongées. Ses mains, lavées au sable et au savon de Marseille, reposent sur ses genoux. Il écoute ce son comme une musique, la symphonie des arbres à cames brisées et des bielles rompues. Les renseignements rapportent que la route vers le passage est encombrée de matériel. Les Allemands font sauter leurs propres véhicules pour qu'ils ne tombent pas aux mains de l'armée rouge. Les camions brûlent, les équipages sabordent les chars. Des colonnes de fumée noire et grasse soutiennent le ciel bas. C'est cette même essence que Stepan a assaisonnée la nuit dernière qui brûle. Maintenant, elle brûle à l'extérieur et non à l'intérieur. L'ampleur de la destruction causée par 50 kilos de sucre dépasse l'effet d'un raid d'une escadrille de bombardiers. Les bombes peuvent rater leur cible. Le sucre ne rate pas. Il frappe au cœur de la machine avec l'inéluctabilité d'une loi thermodynamique. Ce jour-là, la Wehrmacht n'a pas perdu simplement une centaine de chars. Elle a perdu le rythme. Elle a perdu du temps. Et à la guerre, le temps est la seule ressource qu'on ne peut reconstituer. La chaîne logistique est rompue. La confiance en la technique est détruite. La peur de la panne invisible s'est installée dans la tête de chaque conducteur. Chaque fois qu'ils tourneront la clé de contact, ils attendront désormais ce claquement traître. Le claquement
de la mort. Et cette peur paralyse l'armée plus fort que le gel. La réaction en chaîne du chaos, lancée par une seule main, a terminé son cycle. Le fer a perdu contre la chimie. La réaction du contre-espionnage allemand fut instantanée et brutale, comme un coup de fouet. L'anomalie du sucre n'est pas passée inaperçue. La Gestapo et la gendarmerie de campagne ont retourné tout l'arrière. Les dépôts de carburant se sont transformés en zones isolées de haute sécurité. Désormais, on ne se contentait plus de vérifier les papiers. On passait au rayon X, on fouillait jusqu'au corps. Et le périmètre était patrouillé par des maîtres chiens avec des Doberman. Approcher des réservoirs stationnaires était devenu un suicide. La probabilité de succès était tombée au niveau de l'erreur statistique. Stepan le comprit en voyant les pendus au poteau le long de la route menant à la base pétrolière. Les écriteaux sur la poitrine des suppliciés proclamaient « Saboteurs ». C'étaient des gens pris au hasard, raflés pour le rapport. Le système exigeait du sang et il l'avait obtenu. Mais la véritable menace, Stepan, était toujours en liberté. « Ils ont fermé les accès », dit Kuzmich, en regardant aux jumelles les postes de garde renforcés. « Une souris ne passerait pas. Il faut changer de tactique. Ou se faire oublier. »« Le carburant ne se téléporte pas », répondit Stepan. Il déploya une carte des voies ferrées. Le papier était usé aux pliures. « Il coule, des artères. Si on ne peut pas empoisonner le cœur, on injectera le poison dans les veines. Le chemin de fer, les convois, long, 50 wagons, des trains venant de Roumanie et d'Allemagne, des citernes avec des croix. Ils s'arrêtent sur de petits tronçons, laissant passer les trains sanitaires ou les unités d'élite SS. Ils ont des arrêts courts, 10, 15 minutes. La garde du convoi, ce n'est pas la garnison d'une base. C'est une dizaine de soldats, gelés, fatigués, rêvant de chaleur. Nuit. Garde triage. Le vent ici est tel qu'il semble arracher la peau du visage. Le grésil fouette les yeux. C'est un temps pour la diversion. Les sentinelles cachent leur nez dans leur col, la vue éblouit s'émousse. Mais pour le saboteur aussi, c'est l'enfer. Le métal des citernes est couvert d'une croûte de glace. Il est glissant comme du verre savonné. Stepan, Alexei et Kuzmich sont allongés dans une congère près du remblai. À 5 mètres d'eux, un train de marchandises freine avec fracas et grincement. La vapeur des conduites de frein enveloppe les roues. Odeur de créosote, de charbon et de gel. On travaille en trio, chuchote Stepan. Ses lèvres bougent à peine, gelées. Kuzmich, contrôle de queue. Alexei, contrôle de tête. Moi, en haut. Stepan, il y a de la glace. Alexei regarde les silhouettes noires des citernes. Si tu tombes, on ne retrouvera pas tes morceaux. Soit sous les roues, soit la garde t'entendra. Alors je me tiendrai avec les dents, trancha Stepan. On y va. Ils s'élancèrent à travers les voies, course en demi-flexion, des ombres parmi les ombres. Stepan courut vers l'échelle de la citerne. Les rampes étaient givrées, les moufles glissent. Il les retira, les fourra sous sa veste. À main nue, il agrippa le métal glacé. La douleur brûla ses paumes, mais l'adhérence était là. Il grimpa. Le vent essayait de l'arracher, de le jeter sous les roues. Son cœur battait quelque part dans sa gorge. Chaque pas était un risque. Le bruit d'une botte heurtant le métal pouvait être le dernier son de sa vie. Mais le train respirait. Le métal refroidissait, cliquetait, la pneumatique sifflait, et ces bruits techniques masquaient son ascension. En haut, c'était pire. Le vent s'y promenait librement. Stepan s'aplatit sur le ventre, en serrant le col de l'écoutille. Il ressemblait à une tique plantée dans la bête d'acier. L'écoutille. Les verrous étaient gelés. Stepan sortit sa barre.
Il fallait frapper pour casser la glace, mais impossible de frapper. Le tintement porterait à 1 kilomètre. Il commença à faire pression, doucement, progressivement, en augmentant l'effort. Les muscles du dos se mirent à gémir. Le métal grinça, cédant. En bas, le long du train, passa un faisceau de lampes. Stéphane s'écrasa contre la croûte de glace de la citerne, son visage collé au fer froid. Il cessa de respirer. Le rayon glissa sur le flanc du wagon, éclaira les essieux et continua. Les pas de la sentinelle crissaient sur le gravier. L'Allemand chantonnait quelque chose. Il était à 2 mètres à la verticale. Stéphane voyait la vapeur de son souffle. Si l'Allemand levait la tête, c'était la fin. Stéphane n'avait qu'un couteau. À cette distance, contre une carabine, aucune chance. La sentinelle passa. Stéphane expira. Il ouvrit le couvercle. Une forte odeur d'essence aviation le frappa au nez. C'était du Blau, carburant à haut indice d'octane pour la Luftwaffe. Une prise spéciale. Si on empoisonnait cette essence, ce ne seraient pas des chars qui tomberaient, mais des Messerschmitt et des Junkers. Le prix d'une panne moteur en l'air, c'est la mort à 100%. Il sortit de sa veste des sacs étroits cousus spécialement remplis de sucre. Des saucisses, comme les appelait Anna. Il passait facilement dans le goulot. Il éventra le tissu avec son couteau. Le jet blanc disparut dans l'abîme noir. 2 kilos. 4. 6. Au loin, retentit le sifflet de la locomotive. Un coup long, inquiétant. Le train part. Stéphane, chuchotement étouffé d'Alexei en bas. On s'en va. Ça démarre. Mais Stéphane ne pouvait pas partir. Il n'avait pas fermé l'écoutille. Laisser l'écoutille ouverte, c'est révéler le sabotage. À la première vérification, ils verront. Ils trouveront le sucre. Le lot sera rebuté. Tout ça pour rien. Le risque pour rien. Le train eut une secousse. Les attelages claquèrent, transmettant l'impulsion du mouvement le long de la chaîne de wagons. La citerne sous Stéphane oscilla. Il faillit glisser. Ses jambes partirent sur la glace, mais il eut le temps de s'accrocher du coude au goulot. Il commença à visser. Ses mains étaient engourdies. Il ne les sentait plus. Le sang des doigts écorchés tachait le givre blanc sur le couvercle. Dernier tour. Le verrou se mit en place. Le train roulait déjà à la vitesse d'un homme qui court. Stéphane rampa vers l'échelle. Le vent lui fouettait maintenant le visage, coupant sa respiration. Il saisit les rampes et, sans descendre, lâcha simplement prise, se repoussant du train. Le vol fut court. Choc contre le remblai, brutal, coupant le souffle. Il roula sur la pente, ramassant neige, mâche-fer et buissons épineux. Il s'arrêta dans le fossé rempli d'eau glacée. Au-dessus de lui, dans un fracas, défilaient les roues. Tadam, tadam. Des centaines de tonnes de morts qu'il venait de vacciner. Alexei et Kuzmitch coururent vers lui. Ils le saisirent sous les bras, le tirant hors de l'eau. « Vivant ?» Kuzmitch le secouait par l'épaule. « T'es un dingue, Stéphane. T'es un vrai dingue. J'ai cru que tu partais avec eux à Berlin. » Stéphane cracha du sang. Il s'était mordu la lèvre en tombant. Il essaya de serrer le poing, mais ses doigts n'obéissaient pas. « Aviation !» râla-t-il, et un sourire terrible, ensanglanté, déforma son visage. « On vient d'abattre une escadrille de chasseurs, les gars, sans tirer un seul coup de feu. » Ils s'éloignèrent en rampant dans la forêt, laissant derrière eux les feux rouges du dernier wagon qui s'éloignait. L'adrénaline refluait, et à sa place venait un froid sauvage. Les vêtements mouillés se transformaient en carapaces de glace. Il y avait 10 kilomètres à pied jusqu'à la Zemlyanka. 10 kilomètres de douleur.
Mais c'était une autre douleur. C'était le prix de l'efficacité. Le jeu avait changé. Les mises avaient augmenté. Désormais, Stépane ne chassait plus dans les entrepôts où la technique stationnait, mais sur les artères où elle vivait. Cela exigeait une autre endurance. Maintenant, il travaillait en mouvement, dans l'obscurité, à l'aveugle. Chaque sortie devenait une roulette russe. Aujourd'hui, le barillet avait tourné sur une chambre vide. Mais la chance est une ressource épuisable. Demain, ils vont renforcer la garde des convois, dit sombrement Kuzmich quand ils entrèrent sous le couvert des arbres. Ils mettront des mitrailleuses sur les plateformes. Qu'ils en mettent, répondit Stépane. Il marchait, bougeant les jambes mécaniquement, transformé en automate. Plus il y a de gardes sur les trains, moins il y en a au front. On étire leur force. On les force à avoir peur de leur propre ombre. Le dialogue s'interrompit. Plus de force pour parler. Seulement la respiration rauque et le crissement de la neige. La guerre d'usure des ressources était passée en phase de guerre d'usure des hommes. Stépane savait que le métal fatigue. Les hommes fatiguent aussi. La question était seulement de savoir qui casserait le premier. Le vilebrequin allemand ou le système nerveux du saboteur. Cette nuit-là, Stépane ne rêva pas de sucre. Il rêva qu'il tombait d'une citerne infiniment haute, dans un abîme noir et vileux, et qu'Anna se tenait en bas et ne pouvait pas l'attraper, parce que ses mains étaient liées avec du fil de fer. Il se réveilla de son propre cri, mais personne dans la Zemlyanka ne bougea. Ici, tout le monde criait en dormant. C'était la norme. La norme d'une guerre qu'on ne montre pas dans les actualités. Une guerre où l'ennemi principal n'est pas l'homme sous un autre uniforme, mais la physique, la chimie et sa propre fatigue. La routine tue plus vite que la balle. C'est un axiome du travail de sabotage. Quand la peur s'émousse et que le risque devient banalité, l'homme commence à commettre des erreurs. Il cesse de vérifier l'ombre au coin. Il croit que l'obscurité est son ami, oubliant que l'ennemi a des fusées éclairantes. Février 44, gare Évitement 117. Un lieu perdu, entouré par la forêt. Un point idéal pour une attaque rapide. Les convois ralentissent ici avant l'aiguillage. Stépane et Fitil, son coéquipier surnommé Mèche pour son caractère explosif et son habileté avec le cordon Bickford, se mettent en position. Fitil bouge vite. Il est plus jeune que Stépane, ses mouvements sont vifs. Dans ses mains, une sacoche avec des charges de sucre. Plan standard, sauter sur le marchepied, ouvrir les coutilles, verser le mélange, sauter. Il l'avait fait 12 fois. 12 injections réussies dans le système de carburant du Reich. La 13e fois devient fatale. Il court vers le remblai. De train, un convoi lourd avec du matériel sur plateforme et des citernes en queue s'engage dans le couloir. Le bruit des roues couvre le crissement de la neige. Stépane sent la vibration du sol. Mais quelque chose cloche. Son instinct de mécanicien, habitué à écouter le rythme de la machine, capte une dissonance. Le train va trop silencieusement. La locomotive ne siffle pas. Et surtout, sur les plateformes de freinage des wagons, il n'y a pas de silhouette de garde. Le vide. « Stop !» siffle Stépane, en agrippant Fitil par l'épaule. « En arrière !» Mais l'inertie est une force terrible. Fitil a déjà quitté la zone d'ombre. Il est déjà sur le remblai, sa main tendue vers la rampe de la citerne. À cet instant, la nuit cesse d'être la nuit. Clac! Le son sec et net d'une charge d'éjection. Au-dessus des voies, un lustre reste suspendu. Une fusée éclairante sous parachute. Une lumière magnésium d'une pâleur mortelle inonde tout. Les rails, le métal noir des wagons, la silhouette de Fitil figée dans une pose de saut grotesque. Les ombres disparaissent.
Ils sont nus devant les viseurs. Embuscade. Ce n'est pas une patrouille accidentelle. C'est une opération planifiée de chasseurs alpins pour la lutte contre les partisans. Ils attendaient. Ils savaient que les saboteurs viendraient. Le claquement d'une mitrailleuse MG42 déchire le silence. La scie d'Hitler. Cadence de tir, 1200 coups par minute. Le son ne se divise pas en tirs distincts. Il sonne comme une toile épaisse qu'on déchire. Trrrra! Stepan voit les balles soulever des geysers de terre gelée et de neige autour de Fitil. La physique de l'impact est cruelle. Une balle de calibre 7,92 mm possède une énergie cinétique capable d'arracher un membre. Fitil est projeté loin du wagon, comme une poupée. Il tombe, roule sur la pente du remblai. La neige autour de lui devient instantanément noire sous la lumière de la fusée. Le sang dans ce spectre ressemble à du mazout. « Pars !» Le cri de Fitil est gargouillant. Poumons perforés, pneumothorax. L'air sort par la plaie avec le sang. Stepan tombe derrière le tronc d'un pin abattu. Les éclats volent à son visage. Les balles mordent le bois, cherchant sa chair. Il ne peut pas riposter. Il n'a qu'un pistolet TT, inutile à cette distance contre des mitrailleuses. Il rampe vers Fitil. L'instinct de conservation hurle « Cours !» Mais un autre instinct, plus ancien, le force à traîner le sien. Fitil est sur le dos. Ses yeux sont grands ouverts. Le magnésium brûlant s'y reflète. Sa main comprime sa poitrine. La vie s'échappe par saccades entre ses doigts. Il voit Stepan. « Tu me traîneras pas !» râle-t-il. Une écume sanglante sort de sa bouche. Jambes broyées. L'os sort. Stepan l'attrape par le col. « Tais-toi ! Pousse sur ta jambe valide !» Une nouvelle rafale coupe les branches juste au-dessus de leur tête. Les Allemands tirent en feu croisé. Ils ne se pressent pas. Ils verrouillent méthodiquement le carré. Ils savent que la proie ne s'échappera pas. Fitil fait ce qui échappe à la logique de la survie, mais obéit à la logique de la guerre. Il arrache sa main de l'étreinte de Stepan. Il sort de sa ceinture une grenade. Une Fenka, F1, défensive. Rayon de destruction, 200 mètres. « Fous le camp, Stepan !» Sa voix vire au hurlement, couvrant le fracas. « Le sucre, tu dois... Fous le camp !» Il dégoupille. Stepan le regarde. Les fractions de seconde s'étirent. Il voit la détermination d'un homme qui a déjà accepté la mort et qui ne négocie plus que le prix de cette mort. Fitil achète du temps. La monnaie, c'est sa vie. Le taux de change, des secondes pour Stepan. « Pardonne-moi », chuchote Stepan du bout des lèvres. Il fait demi-tour et court. Il court comme il n'a jamais couru. Bas, en zigzag, utilisant chaque inégalité du relief. Derrière, une explosion retentit. Une, puis une deuxième. Ce sont les Allemands qui lancent des grenades. Puis de nouveau, le crépitement de la mitrailleuse. Et le silence. Un silence court, terrible, signifiant que le canon qui couvrait la retraite s'est tu à jamais. Quelque chose de brûlant et de lourd frappe son épaule, comme un coup de masse. Stepan pivote, il tombe face contre neige. La douleur ne vient pas tout de suite. D'abord, le choc, puis la brûlure, comme si on avait versé du plomb en fusion dans le muscle. Une tangente ou un éclat. Il ne s'arrête pas. Il se lève et clopine plus loin, dans le fourré. La forêt se referme derrière lui. L'obscurité redevient une amie. 1 heure plus tard, Stepan est assis dans un ravin, à 3 kilomètres de la voie ferrée. Il est seul. Le silence teinte dans ses oreilles,
interrompu seulement par le battement de son propre cœur et sa respiration lourde et sifflante. Il examine la plaie. La balle a traversé les tissus mous du deltoïde. L'os n'est pas touché. Chance. Du point de vue de la mécanique, dommage au revêtement, structure porteuse intacte. Mais il y a beaucoup de sang. La manche de la veste est trempée et a commencé à geler, se transformant en croûte. Stéphane sort un pansement individuel. Il déchire l'enveloppe caoutchoutée avec les dents. La gaze est grise, sans l'iode. Il bande l'épaule serrée. La douleur pulse, synchronisée avec les décharges d'adrénaline. Mais ses mains ne tremblent pas. Le tremblement est un luxe qu'il ne peut pas se permettre. Dans sa tête défile le film des dernières minutes. Le visage de Fitil, la lumière au magnésium, le bruit du tissu qui se déchire. Fitil n'est plus. Le gars joyeux qui savait imiter virtuellement les tampons allemands avec une pomme de terre et rêvait d'ouvrir un atelier d'horlogerie après la guerre n'existe plus. Il s'est transformé en une simple statistique de perte. Stéphane sent que quelque chose meurt en lui. Cette partie de l'âme qui pouvait encore avoir peur, compatir, espérer un miracle. Elle est restée là-bas, sur le remblai. À l'intérieur se forme un vide, un trou noir, froid. Et ce vide commence à se remplir. Pas de chagrin, pas de larmes. Il se remplit d'une fureur glacée, cristalline. Ce n'est pas la colère chaude du berserker allant au corps à corps. C'est la colère froide de l'ingénieur qui voit l'imperfection du système qui a tué son ami et décide de démonter ce système complètement, jusqu'à la dernière vis. Dialogue avec soi-même dans l'obscurité du ravin. Ils l'ont tué mécaniquement. Ils ont juste appuyé sur la détente. L'amorce a fonctionné, la poudre a brûlé, la balle est partie. C'est de la technologie. Ils pensent qu'ils sont plus forts parce qu'ils ont plus de plomb et d'acier. Stéphane se lève, la tête lui tourne, mais il s'appuie contre le tronc d'un bouleau. Je vais leur montrer une autre technologie. La technologie de la désintégration totale. Pour Fitil, je ne prendrai pas 10 soldats. Je prendrai 10 trains. Je ferai dérailler leurs trains, non pas avec des explosifs, mais parce que les essieux des roues casseront de surchauffe. J'empoisonnerai chaque litre qu'ils essaieront de verser dans leur réservoir. Le sucre dans sa poche est intact. Stéphane tâte la boule durcie. Ce n'est plus seulement une arme. Ce sont les cendres de son ami. Il se met en marche. Le pas est inégal, boiteux, mais le vecteur du mouvement est droit. Il ne retourne pas à la base pour lécher ses plaies. Il continue le long des voies, vers la gare suivante. La douleur dans l'épaule devient un bruit de fond, comme le bourdonnement d'un transformateur en marche. Au loin, une locomotive siffle à nouveau. Ce son, qui semblait auparavant n'être que le bruit de la guerre, sonne maintenant comme un défi. Le monstre de fer a dévoré Fitil. Mais le monstre a oublié que même la plus grosse machine peut être arrêtée par une petite pièce cassée tombée dans les engrenages. Stéphane est cette pièce, dentelée, trempée, mortelle. Il essuie son front mouillé de sueur et de neige. Sur sa main reste une trace, mélange de boue et de sang. Peinture de guerre du solitaire. Il n'a plus de couverture, plus de dos derrière lequel se cacher. Il n'y a que l'objectif et les moyens de l'atteindre. Émotion désactivée, reste la fonctionnalité pure. Mission, destruction de l'infrastructure de transport de l'ennemi. Moyen, sabotage chimique. Délai d'exécution, jusqu'à l'arrêt complet du cœur. Soit le sien, soit celui de la machine de guerre allemande. Le vent hurle dans la cime des sapins,
comme s'il chantait les funérailles du défunt. Mais Stepan n'entend pas les pleurs. Il n'entend que le tic-tac du minuteur invisible. Le temps est lancé. Et pour quelqu'un dans l'arrière allemand, ce temps s'écoule déjà, bien qu'il ne le sache pas encore. Il se dissout dans la forêt, devenant une partie du paysage hivernal. Un éclat froid, tranchant, invisible, qui se dirige vers les organes vitaux de l'ennemi. Le sous-sol d'une école détruite en banlieue. Les fenêtres sont murées de briques et de sacs de sable. La seule source de lumière est une lampe à pétrole posée sur une caisse d'obus. Autour d'elle, 5 personnes. Ce ne sont pas des combattants de groupes d'assaut. Ce sont des adolescents, des vieillards, des femmes. Ceux que les Allemands considèrent comme un lest inoffensif. Ceux qui ont accès aux cuisines, aux blanchisseries et aux garages. Stepan se tient dans l'ombre. Son bras gauche est en écharpe, pressé contre sa poitrine. Les mouvements de sa main droite sont vifs, économes. Il dessine à la craie sur le mur noirci un schéma. Ce n'est pas un plan d'attaque, c'est le plan d'un détonateur chimique à retardement élémentaire. Écoutez attentivement, sa voix est sèche, comme le craquement d'une branche qu'on rompt. Le sucre à l'état pur, c'est un risque. Si on le verse d'un coup, il se dépose au fond. S'ils sondent le réservoir, ils trouveront le dépôt. Fusillé sur place. Nous avons besoin de dissolution. Progressive. Invisible. Il prend sur la table un morceau de calicot épais et une poignée de sucre raffiné. Nous cousons des capsules, des petits paquets serrés. Le tissu doit être dense. Dans l'essence, il s'imprégnera, mais ne laissera pas le sucre s'échapper d'un coup. Il se déliera, gramme après gramme, kilomètre après kilomètre. Stepan regarde ses élèves dans les yeux. Dans ses yeux, la peur se mêle à la soif de vengeance. Il ne leur apprend pas à tuer des hommes. Il leur apprend à tuer des mécanismes. Vous n'êtes pas des saboteurs, vous êtes des fantômes. Vous n'approchez du véhicule que lorsque vous êtes sûr à 100%. Un paquet dans le réservoir et le camion s'arrêtera dans 50 km. 2 paquets et il n'ira pas plus loin que le 2e carrefour. Votre tâche, c'est la masse. Pas l'héroïsme, mais la statistique. C'est comme ça que naît un réseau, un virus. Auparavant, Stepan était un loup solitaire mordant l'ours au talon. Maintenant, il est devenu l'architecte d'une épidémie. Les instructions, écrites sur des bouts de journaux, passent de main en main, de village en village, de gare en gare. La technologie du sabotage au sucre est primitive comme la roue et efficace comme la guillotine. Elle ne demande pas d'explosifs que les chiens reniflent. Elle demande ce qu'il y a dans n'importe quel buffet. L'échelle change. Ce ne sont plus des piqûres ponctuelles, c'est une panne système. Allemagne, laboratoire d'analyse chimique du carburant à l'état-major du groupe d'armée. Propreté, stérile, carrelage blanc, odeur de réactif. L'ingénieur en chef Krauss regarde dans le microscope. Devant lui, la coupe d'un injecteur de carburant de moteur Maybach prélevé sur un tigre en panne. Krauss essuie ses lunettes avec un chiffon en chamois. Il n'en croit pas ses yeux. « C'est impossible », marmonne-t-il. « Ce sont des dépôts de carbone d'une telle densité, comme si le moteur avait tourné au pétrole brut. » Mais l'analyse spectrale montre de l'essence de la plus haute pureté. À côté se tient un officier de la Gestapo. Il attend une réponse. Il lui faut des noms, des adresses, des mots de passe. « Quelle est la cause, ingénieur ?» aboie l'officier. « Glucose, saccharose, caramel. » Krauss lève les yeux. Dans sa voix, la panique de l'homme de science confronté à une barbarie qui vainc la technologie. Ils ajoutent du sucre. Il se dissout. Nos filtres.
Ils sont conçus pour les impuretés mécaniques, pour la poussière, la limaille, l'eau. Ils n'arrêtent pas une substance dissoute. Le sucre passe à travers le système d'épuration comme un fantôme à travers les murs. Et ensuite, dans la chambre de combustion, à 2000 degrés, il se transforme en colle. « Alors mettez de nouveaux filtres !» crie l'agent de la Gestapo. « Lesquels ?» Kroos écarte les bras. « Pour filtrer une solution, il faut un laboratoire de chimie sur chaque camion-citerne. Il faut une distillation. Nous ne pouvons pas distiller des millions de tonnes de carburant sur le terrain. C'est une impasse logistique. » Le système commence à se dévorer lui-même. Berlin émet une directive. Renforcer le contrôle sur la circulation des denrées. Ne délivrer le sucre que contre signature. Sceller les bouchons des réservoirs de carburant. Mais c'est l'agonie de la bureaucratie. On ne peut pas sceller chaque réservoir sur un front long de 3000 km. On ne peut pas mettre un soldat SS derrière chaque goulot. Et le virus de Stepan continue son travail. Nœud ferroviaire à Minsk. Un vieux cheminot, vérifiant les boîtes d'essieux, jette discrètement un paquet dans le tender d'une locomotive. 3 heures plus tard, dans la montée, l'eau de la chaudière moussera de sirop, les tubes de l'échangeur se boucheront de calamine et le train de chars s'arrêtera en pleine voie, bloquant le passage pour les 3 convois suivants. Aérodrome près de Kiev. Un mécanicien, un local, s'occupant du ravitailleur, oublie de fermer l'écoutille de la citerne pendant 5 minutes. C'est suffisant pour qu'une blanchisseuse passant par là avec un panier de linge y vide le contenu d'un petit sac discret. Résultat, une escadrille de Junkers ne décolle pas pour intercepter les bombardiers. Les moteurs toussent et calent sur le tarmac. Stepan est assis dans la forêt, écoutant les communiqués du Sovinform Bureau sur un récepteur artisanal. Le speaker parle de « problèmes inexpliqués avec la technique chez l'ennemi », de « baisse du rythme de l'offensive ». Stepan connaît la vraie raison. Il regarde ses mains. Elles ne sont plus noires de mazout. Elles sont propres. Mais cette propreté est trompeuse. Ses mains ont lancé un mécanisme plus terrible que n'importe quelle préparation d'artillerie. Il a créé une arme qui frappe l'endroit le plus sensible des Allemands, leur foi en la technique. La paranoïa dans les rangs de la Wehrmacht atteint des sommets. Les tankistes ont peur de faire le plein. Ils exigent de goûter le carburant de chaque fût. Cela prolonge le ravitaillement d'un bataillon de 2 à 6 heures. Le temps est perdu. Le rythme est perdu. L'initiative passe à l'armée rouge. Sur les routes, gisent des véhicules abandonnés, intacts, pas touchés, juste morts à l'intérieur. Les équipes de réparation allemandes sont débordées. Ils n'ont plus de moteur de rechange. Les usines en Allemagne n'ont pas le temps de couler de nouveaux blocs cylindres pour remplacer les gâchets. L'économie du Reich, déjà tendue comme une corde, commence à craquer. Stepan comprend. C'est la victoire. Pas la victoire qu'on célèbre par des salves. C'est une victoire silencieuse, technique. Il a transformé leur avantage, une technique complexe, de haute précision, en leur malédiction. On a changé le groupe sanguin de la Wehrmacht, se dit-il en regardant la carte constellée de marques de sabotage. Maintenant, à la place du sang, ils ont du sirop. Et la guerre ne marche pas au sirop. Mais il est trop tôt pour se détendre. Le système, acculé, devient agressif. Les Allemands commencent à fusiller des otages pour chaque camion en panne. Le prix du sabotage augmente. Du sang pour du sucre. Stepan se lève. Son épaule le lance, lui rappelant le prix payé par Fitil. Il doit y aller. Il a rendez-vous avec un groupe de cheminots. Il faut leur expliquer comment mettre hors service correctement les pompes haute pression sur les locomotives diesel. La guerre évolue et il doit avoir une longueur d'avance. Il est devenu plus qu'un homme. Il est devenu une fonction, un algorithme de destruction. Et cet algorithme est désormais inscrit dans le code de la guerre pour toujours. Un processus, une fois lancé, est impossible à arrêter. Le front du sucre
ne connaît pas d'armistice. Juillet 44. La poussière sur les bottes ne sent plus le brûler. Elle sent l'absinthe sèche et la terre noire chauffée au soleil. Le front est parti vers l'ouest. Il a reflué, laissant derrière lui du métal tordu, une terre labourée et le silence. Ce silence est inhabituel. Il pèse sur les oreilles plus fort que le fracas de la canonnade. C'est un vide qui se remplit lentement des bruits de la vie. Le grincement de la balancelle au puits, l'aboiement des chiens, les voix des gens qui, pour la première fois en 3 ans, ne chuchotent plus. Stepan marche sur le bas-côté de la route. Il ne ressemble pas au vainqueur des affiches. Il porte une vieille gymnastirka blanchie par le soleil, un sac à dos dans lequel teintent non pas des trophées, mais des outils, un jeu de clés plates et un pied à coulisse. Il ne porte pas d'armes. Sa guerre s'est terminée là où s'est arrêté le dernier train allemand. Il passe près du fossé où rouille la carcasse d'un semi-chenillé allemand. Stepan s'arrête. L'habitude professionnelle prend le dessus sur la fatigue. Il descend, glissant sur l'argile. S'approche du capot arraché par l'explosion. Le moteur est en place. Un Maybach 6 cylindres en ligne. Stepan passe son doigt sur le bloc cylindre. Le métal est froid et rugueux. Il voit les traces caractéristiques de surchauffe sur la culasse, des couleurs de recuit, des marbrures bleuâtres, indiquant que la température ici a dépassé les normes critiques. Il connaît la cause. Il connaît la chimie de ce processus. C'est son œuvre. Ce tracteur n'a pas été touché par un obus. Il est mort d'une maladie interne que Stepan a conçue dans sa grange. Il remonte sur la route. Pas de satisfaction. Juste la conscience tranquille du devoir accompli. Le calcul technique s'est avéré juste. Le système a failli. Devant apparaît le village. La moitié des maisons sont brûlées. Seules les cheminées de poêle se dressent comme des doigts noirs pointés vers le ciel. Mais la maison de Stepan est debout. Le toit est haché par les éclats, les vitres sont brisées et remplacées par de la vessie de bœuf. La clôture est tombée, mais la maison est vivante. Au portillon se tient une femme, Anna. Elle a vieilli. La guerre pose sur le visage des femmes un maquillage particulier. Un réseau de fines rides près des yeux, des lèvres serrées, des cheveux gris qui apparaissent non pas avec les années, mais avec les jours. Elle tient un seau d'eau. Stepan s'arrête à 10 pas. Il veut se précipiter vers elle, la serrer dans ses bras, crier. Mais son corps, habitué à la discrétion, aux mouvements fluides et imperceptibles, réagit différemment. Il reste simplement là et regarde. Il enregistre les détails, ses mains, rendues rugueuses par le travail difficile, son foulard qui a glissé sur sa nuque. Anna le voit. Le seau ne tombe pas de ses mains, ce serait pro-théâtral. Elle le pose lentement par terre. L'eau ne se renverse pas. Contrôle. Le contrôle de soi qui lui a permis de survivre à l'occupation. Elle fait un pas vers lui, puis un deuxième. Puis elle se met à courir. Ils se tiennent au milieu de la route poussiéreuse, agrippés l'un à l'autre, comme s'ils essayaient de fusionner. Pas de mots. Les mots sont superflus ici. Ils sont trop légers pour décrire le poids de ce moment. Seulement la respiration, rauque, saccadée, et l'odeur. L'odeur de l'être cher, perçant à travers l'odeur de la sueur, de la route et de la guerre. « Tu es revenu » chuchote-t-elle dans son épaule. Le tissu de la gymnastirka se mouille instantanément. « J'avais promis » répond Stepan. Sa voix est sourde, comme venue d'outre-tombe. J'ai réparé ce que j'ai pu. Maintenant, on va vivre. Le soir, il est assis sur le perron. Anna chauffe le bagna. La fumée, douce, de bouleau, s'étend dans la cour. Stepan regarde ses mains. Ses paumes sont larges, avec des callosités qu'on ne peut couper au couteau. La saleté s'y est incrustée,
impossible à laver. Mais ce n'est pas juste de la saleté. Ce sont des traces de graisse graffitée, d'oxyde métallique et de sucre glace. Il les regarde et comprend l'ampleur de ce qui a été fait. Il n'a pas tiré sur des généraux. Il n'a pas fait sauter de pont. Mais ses mains ont arrêté une division blindée. Lui, simple mécanicien aux études inachevées, a trouvé la faille dans la machine de guerre la plus parfaite d'Europe. Il a cassé le code de la Wehrmacht. Les Allemands misaient sur la force, sur le blindage, sur le calibre. Et lui a misé sur la friction, la température et la réaction chimique. L'intelligence a vaincu la force brute. Le fragile réseau cristallin du saccharose s'est avéré plus solide que l'acier allié de Krupp. Personne ne connaît son visage. Dans les communiqués du Sovinform Bureau, on n'a pas mentionné son nom. Il n'a pas de médaille sur la poitrine. Pour les voisins, c'est juste un type qui a été partisan quelque part, qui réparait des réchauds dans la forêt. Et c'est juste. Le vrai sabotage doit être anonyme. Si l'ennemi connaît le nom de celui qui l'a tué, c'est de la vengeance. Si l'ennemi ne comprend pas pourquoi sa technique meurt, c'est de la terreur. Une terreur implicite que Stepan a installée dans l'âme des conducteurs et mécaniciens allemands et qui restera avec eux pour toujours. Même après la guerre, dans la vie civile, en s'asseyant au volant de leur Volkswagen et Mercedes, ils tendront l'oreille au bruit du moteur. Il leur semblera que dans le ronronnement régulier se glisse ce claquement traître, le claquement de la mort. Stepan sort de sa poche le dernier morceau de sucre, miraculeusement conservé. Il est petit, aux bords effrités. Il le pose sur sa paume. Le soleil couchant joue sur les facettes du cristal. Ce n'est plus une arme, c'est juste de la nourriture. Anna sort sur le perron. Elle essuie ses mains sur son tablier, s'assoit à côté, épaule contre épaule. « On prend le thé ?» demande-t-elle simplement, comme si ces 3 années d'enfer n'avaient pas existé. « On prend le thé », opine Stepan, « avec du sucre. » Il laisse tomber le morceau dans le verre d'eau bouillante. Regarde le blanc fondre, disparaître, se dissolvant dans l'eau transparente. Le processus de dissolution est pacifique, inoffensif. La physique retourne dans le lit de la création. Mais Stepan sait, le savoir ne s'en va nulle part. La mécanique du sabotage est désormais inscrite pour toujours dans ses neurones. Si nécessaire, si l'ennemi revient, sûr de son invulnérabilité technique, Stepan se souviendra de la formule. Il transformera à nouveau leur carburant en colle. Il forcera à nouveau leur moteur à se taire. Parce que la guerre, ce n'est pas que de la ferraille. La guerre, ce sont les hommes qui conduisent la ferraille. Et tant qu'il y a un ingénieur capable de penser différemment, aucun blindage ne garantit la sécurité. Le soleil disparaît derrière la forêt. La nuit tombe. Mais ce n'est pas cette nuit où il faut ramper sous les wagons et couper les barbelés. C'est une nuit calme, paisible, remplie du chant des grillons et non des mitrailleuses. Stepan prend une gorgée de thé, sucré, le goût de la vie, le goût de la victoire. Fin.